Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc, en direct sur vos réseaux sociaux, sur votre télé, donc aucune excuse si vous passez à côté. Ce soir, on va parler notamment d'insertion et d'activité par l'emploi, notamment à l'occasion de journées portes ouvertes et d'une table ronde qui sera organisée ce jeudi. On y revient d'ici quelques minutes. Nous accueillerons également les co-directrices du festival Créative, le rendez-vous féminin et féministe suisse qui s'apprête à lancer sa 15e édition. Puis nous soufflerons d'autres bougies, celle des Saveurs Campagnardes, le magasin de producteurs agricoles de Savoie qui fête aujourd'hui ses 20 ans d'existence. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Et on commence avec les titres, avec Sébastien ce soir. Salut Manu. Comment ça va Seb? Très bien, très bien. Et avec toi, d'ici une petite demi-heure, on va s'intéresser au fabuleux monde de l'escalade. Oui, monde que tu connais très bien, puisque tu le sais, donc l'escalade fera son apparition aux Jeux Olympiques de Tokyo à partir de 2020. Mais les Jeux Olympiques de 2024, qui auront lieu donc à Paris, se préparent en Savoie du côté de Chambéry Escalade, un club qui fait partie des tout meilleurs clubs français et qui a une vraie politique de formation, une politique qui porte ses fruits. On verra ça avec Fanette Debuisson qui est allée y faire un tour. Reportage dans le JT, c'est à 18h30. Et puis le début de ta série de la semaine. Série de la semaine consacrée à l'avant-pays savoyard, c'est ce territoire qui se trouve derrière Chambéry, à 25 km de Chambéry. Territoire un petit peu reculé qui souffre pas forcément d'une bonne situation, mais en tout cas qui demande à être connu. J'ai choisi de rencontrer 3 acteurs de la vie locale. Et pour le premier numéro, c'était un jeune vigneron du côté de Jongieux. On a hâte de voir ça. Rendez-vous est pris, 18h30. Beaucoup. Je te laisse finir de te préparer et j'accueille tout de suite nos premières invités. Sophie Pastan de Pôle emploi et Laurence Parot, directrice d'une structure d'insertion par l'activité. Mesdames, merci d'être là avec nous ce soir. Bienvenue. Merci. Donc, si vous êtes là, c'est vous pour nous parler d'une table ronde, on le disait il y a quelques minutes, qui a lieu ce jeudi, c'est du côté de Métais, à la salle Météor, pour parler de l'insertion aujourd'hui par l'emploi, par l'activité. C'est un thème qu'on a dans les oreilles depuis quelques mois, depuis quelques années déjà, mais qui prend un sens tout particulier aujourd'hui, j'ai l'impression, puisqu'on est quand même dans un contexte économique assez particulier. Expliquez-moi déjà, qu'est-ce qui vous a mené à organiser cette table ronde ? Alors, nous travaillons avec les structures d'insertion. Il y a 15 structures d'insertion sur le bassin d'Annecy et quelques partenaires comme la Directe, le conseil départemental, la mission locale. Et avec ces partenaires et ces structures d'insertion, nous avons eu envie de présenter l'insertion au monde économique qui a régulièrement des difficultés de recrutement et surtout de gros besoins, puisque effectivement le bassin d'Annecy est un bassin très dynamique. Nous avons des recrutements sur absolument tous les domaines, que ce soit l'industrie, le transport, le tourisme, la santé, le secteur social. Donc voilà, des besoins de recrutement qui nécessitent aujourd'hui, pour ces entreprises qui recrutent, d'ouvrir effectivement à des publics nouveaux. L'insertion était effectivement un dispositif souvent méconnu que nous avons envie de faire connaître jeudi matin. Alors vous le disiez justement, c'est vrai que la Haute-Savoie aujourd'hui a un tissu économique très dense, en forte croissance. Pourquoi il n'y avait pas finalement de lien direct jusqu'à présent entre l'insertion des personnes en difficulté? Parce qu'on ne parle pas là forcément de handicap, de personnes sorties de prison, on passe de difficulté au sens large du terme, à ce que j'ai compris. Eh bien, le mot insertion fait peur. C'est un petit peu ce que nous avons relevé. C'est aussi pour ça que nous faisons une matinée portes ouvertes et table ronde par rapport à ça. On a voulu faire un pas de côté pour montrer que l'insertion, c'est d'abord pouvoir remettre des personnes au travail. C'est pouvoir leur proposer de se lever le matin, d'avoir un objectif dans la journée, comme l'on fait quand on va travailler dans n'importe quelle entreprise. Et si on enlève le mot insertion, on a derrière des personnes qui sont en possible recrutement. Et c'est ça que nous voulons valoriser. C'est-à-dire que par nos structures, on remet les personnes qui sont loin de l'emploi vers l'emploi. On les apprend à se réorganiser, à travailler en équipe. Et donc, ce sont des personnes qui sont potentiellement recrutables derrière par des entreprises. Pas forcément dans les secteurs dans lesquels nous faisons de l'emploi, peut-être avec des parcours professionnels différents, mais nous voulons valoriser ce travail qui est fait dans l'insertion par l'activité économique, tout en mettant le mot insertion, en le valorisant.
L'insertion, c'est quelque chose qui doit être valorisé. Et aujourd'hui, ce n'est pas une démarche que les chefs d'entreprise ou les recruteurs, en tout cas, ont tendance à faire d'eux-mêmes. Finalement, il n'y a pas de passerelle logique qui existe entre ce bassin, comme on le disait, économique et puis cette main-d'œuvre qu'elle a qui n'attend concrètement qu'on lui tende la main. Alors justement, c'est un paradoxe sur le territoire, de très gros besoins de recrutement. Et puis, à côté, des personnes qui, effectivement, ont eu des difficultés, parce qu'effectivement, c'est souvent un parcours, de temps en temps, un problème dans le parcours d'une personne, des difficultés sociales qui du coup, empêchent effectivement l'accès à l'emploi ordinaire. Donc, ces entreprises qui recrutent changent leur pratique de recrutement et aujourd'hui ouvrent leur pratique à des personnes de plus en plus éloignées de l'emploi. On a un taux de chômage sur le bassin d'Annecy qui est de 5,4%. Donc avec de nombreuses personnes qui travaillent très régulièrement. Et donc la nécessité, pour pouvoir aux besoins de recrutement, effectivement, d'ouvrir à des publics habituellement qui ont plus de difficultés à l'emploi. Donc finalement, ces tables rondes, elles sont ouvertes principalement aux demandeurs, aux recruteurs, aux chefs d'entreprise, avant les demandeurs d'emploi. Tout à fait. Donc la cible et le public, effectivement, qui a été invité, ce sont nos entreprises avec lesquelles nous travaillons régulièrement. Certaines connaissent un peu l'insertion, ce n'est pas un monde complètement méconnu, puisqu'il y a déjà des liens et des passerelles avec les structures d'insertion. Mais l'idée, c'était d'ouvrir et d'en parler de manière un petit peu plus ouverte, notamment à travers des témoignages. Donc jeudi matin, ce qui est prévu, ce sont des témoignages déjà d'entreprises qui vont raconter un petit peu des recrutements de personnes sorties de l'insertion. Et puis nous allons également avoir des salariés qui vont témoigner justement par rapport à leur propre parcours. Donc c'est assez courageux de leur part de témoigner devant un public comme il y aura ce jeudi matin. Mais l'idée, c'était effectivement, comme le disait Laurence, changer un peu le regard sur ce que c'est que l'insertion. Parce qu'il y a de belles réussites. Oui. Il y a encore des places aujourd'hui disponibles. On peut s'inscrire, on peut venir jeudi matin. Comment absolument. Ça se passe? C'est ouvert. Des personnes se sont inscrites. On a une cinquantaine d'entreprises déjà inscrites pour participer. Et puis, c'est ouvert au public. Alors on parle ces derniers mois, notamment avec les décisions qui ont été prises au plus haut sommet de l'État, de le côté entreprise inclusive, donc qui essayent de faire leur part du travail, entre guillemets, pour finalement ouvrir leurs portes à des personnes en réinsertion. Aujourd'hui, ça va de l'avant, la prise de conscience, elle est faite, elle est passée, ou concrètement, il y a encore du travail constamment? Toujours de la prise de conscience à faire. Rien n'est acquis. C'est bien pour ça qu'on fait cette demi-journée. Je crois qu'il faut vraiment continuer d'en parler, continuer de valoriser cela. Il faut que le regard change vis-à-vis de certaines entreprises. Et il faut que les personnes qui sortent de l'insertion par activité économique puissent trouver un emploi stable dans une autre entreprise. Donc forcément, ce regard, il est toujours à valoriser et il est toujours à changer. Rien n'est acquis, c'est pour ça que nous continuons avec Pôle emploi, avec la Directe, avec le conseil départemental, à travailler autour de cette question-là et avec les entreprises. Rien n'est acquis. Et ça concerne tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas un plus que d'autres. On parle beaucoup en Haute-Savoie, forcément, en vallée de l'Arve, décolletage, etc., tourisme. C'est tous les secteurs qui sont concernés. Et par rapport aux entreprises inclusives, il y a un club qui vient de se créer sur le bassin d'Annecy, avec toutes les entreprises qui ont une politique sociale, RSE, et qui, effectivement, ont envie de... au-delà de la logique économique qui prévaut en entreprise, d'avoir une ouverture sociale. Et donc, ce club d'entreprises inclusives a l'ambition, effectivement, de travailler un peu différemment et d'ouvrir ses portes à de nouveaux publics. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour beaucoup de monde jeudi matin? Voilà, beaucoup de monde et puis surtout beaucoup d'emplois derrière pour les faire des salariés en insertion, c'est surtout ça qu'on souhaite. On est d'accord. Mesdames, merci beaucoup en tout cas d'être venues ce soir sur ce plateau. Bon courage pour la suite. Puis de toute façon, on aura l'occasion de se recroiser et de reparler de vos belles initiatives. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Puis j'en profite pour inviter nos prochaines invitées, puisque c'est très féminin ce soir. Dominique Rovigny et Anne-Claire Adette sont avec nous. Donc, hop, un petit micro pour les gens qui n'en ont pas. Vous êtes toutes deux co-directrices du festival Créative. D'abord, merci à toutes les deux d'être là ce soir. Créative, on ne le présente plus, 15e édition, le festival féminin et féministe du canton de Genève, de la Suisse. Comment ça se présente? Alors, c'est vrai que notre terre d'ancrage, c'est vraiment Genève et dans l'ensemble de son canton. Mais également, on a également des événements à Lausanne, et dans le canton de Vaud, à Nyon, et puis cette année aussi à Bâle. Donc,
de plus en plus loin. Röstigraben. Voilà. Alors 15 ans d'expérience, c'est le grand âge, l'âge de raison. Comment ça se passe aujourd'hui? J'imagine qu'il n'y a plus beaucoup finalement d'efforts à faire pour essayer de trouver une programmation des artistes. C'est vous bien sûr qui êtes presque contacté, j'imagine, par de nombreux artistes. Ouais, Comment ça se passe? C'est pas tout à fait ça. En fait, pour Dominique et moi, c'est notre deuxième édition Okay. en tant que co-directrice du festival. Donc c'est vrai que c'est un projet qui a une certaine assise, mais on a repris les rênes il y a 2 ans en renforçant la pluridisciplinarité et puis aussi en renforçant l'ampleur du projet. Donc finalement, c'est encore un petit projet pour nous, même si en effet cette année, on a une programmation qui est conséquente, assez dense et dont on est assez fiers. Alors on le rappelle pour ceux qui sont encore qui vivaient dans une grotte, ça commence du 12 novembre au 25 novembre, c'est 67 événements, près d'une trentaine de lieux, comme vous le disiez, entre Genève, Nyon, Lausanne et même Bâle. Ça s'organise, j'imagine, très très longtemps à l'avance. C'est un boulot à l'année, entre guillemets, d'organiser les créatives. Pour Anne-Claire et moi, c'est un travail à l'année. Après, on a une petite équipe sur l'ensemble de l'année. Et puis là, on est plus nombreuses pour la dernière ligne droite. Mais oui, petite équipe à l'année. On le disait, ça anticipe longtemps à l'avance. Ça commence d'ailleurs ce 12 novembre avec une grande première. En tout cas, on peut voir énormément de choses, une programmation éclectique qui essaie de toucher un petit peu à tous les genres, mais toujours engagée. C'est un peu ça le mot d'ordre finalement de ce festival. Oui, en fait, toutes les propositions artistiques qu'on propose ne sont pas forcément engagées, mais notre festival à nous est engagé. En fait, le concept du festival, c'est de mettre en avant les femmes artistes, parce que, comme dans l'ensemble de la société, les femmes sont toujours moins visibles, moins rémunérées, moins mises en avant dans les milieux culturels comme partout ailleurs. Donc ça, c'est vraiment notre engagement à nous. Après, toutes les artistes qu'on invite dans le cadre du festival n'ont pas forcément un discours féministe, parce que ce serait vraiment réducteur de demander à toutes les femmes artistes de porter un discours féministe. Donc c'est pas ça qu'on met en avant. Justement, c'est l'artiste, c'est la prestation, c'est le spectacle, c'est le message qui vous a séduit quand vous avez fait cette programmation? Alors, je dirais qu'on a vraiment ce volet artistique, puis on a le volet plus thématique avec des tables rondes où là, on aborde des thèmes, des enjeux chers aux féministes. Mais sur la programmation, c'est des coups de cœur, ou alors pour le spectacle d'ouverture qui aura lieu à l'Alhambra le 12 novembre, là, on est dans une proposition qui tombe à pic pour les créatives, c'est-à-dire qu'on a des artistes engagés que nous on adore, Virginie Despentes, Béatrice Dalle et la rappeuse Kazay qui est déjà venue en 2017 au Festival des Créatives. Là, elles ont recueilli un ensemble de textes issus de la littérature féministe et puis elles le disent sur scène, tout ça en musique. Donc voilà, c'est un spectacle engagé avec des artistes qu'on aime. Donc là, c'est parfait. Mais là, je vois Vanessa Paradis défiler sur votre écran. Vanessa Paradis, c'est pas forcément l'artiste la plus féministe enfin en tout cas c'est pas ce qu'on imagine d'elle. Par contre, elle a tout à fait sa place dans notre programmation. C'était important pour nous de la voir pour les raisons qu'a dit Anne-Claire précédemment. Alors, vous le disiez il y a quelques minutes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spectacles, d'art, mais il y a aussi justement des thèmes de fond qui sont abordés à travers des rassemblements, des tables rondes, notamment la place des femmes dans l'art et la culture, on y revient. Et ça, c'était vraiment une nécessité, ça fait partie vraiment de l'ancrage de l'ADN du festival que de poser les questions, d'essayer de faire franchir les murs. Question bête, ça commence à rentrer le message justement, on commence à avoir un petit peu d'évolution ou concrètement on est encore avec des années de retard? Il y a les deux en fait, c'est que oui, ça commence à rentrer. On se rend compte notamment en Suisse, vous avez sûrement suivi, le 14 juin, il y a eu un grand rassemblement, une grève féministe qui a mobilisé des centaines de milliers de personnes dans l'ensemble du pays. Donc on est à une époque, après l'époque de l'hashtag MeToo, où les questions féministes occupent les médias, occupent les devants des scènes, ça commence à rentrer. Mais si on regarde les chiffres, finalement, les femmes restent vraiment invisibilisées dans toutes les disciplines artistiques. Dans les musiques actuelles, il y a 20% de femmes musiciennes sur les scènes. Dans la musique classique, on est à 4% de femmes chefs d'orchestre. Dans la bande dessinée, on avait vu en France, à Angoulême, le festival de BD il y a 2-3 ans, qui avait eu une sélection pour le Grand Prix entièrement masculine. Depuis, ça a un peu changé. Depuis, ça a changé, il y a des femmes qui ont été primées, mais on se rend compte qu'en fait, dans toutes les disciplines, dans tous les milieux, dans le cinéma, c'est pareil, des études qui ont été faites, les femmes sont moins mises en avant. Donc, notre événement sur la place des femmes dans la culture, qui est un peu l'événement pivot et central du festival, on l'a appelé l'Observatoire de la place des femmes dans la culture en Suisse. C'est notre 2e édition. Cette année, on a aussi convié des invités françaises pour venir discuter avec des invités suisses, parce que la Suisse a un petit peu de retard là-dessus et on pense que c'est intéressant de prendre des exemples chez nos voisines françaises.
mais c'est quelque chose qui est fondamental et il y a encore énormément de travail à faire. Le public qui vient au festival, justement, c'est des gens qui sont déjà, entre guillemets, acquis à la cause ou qui sont curieux, qui veulent essayer d'en savoir davantage. C'est quoi la mentalité? Alors je dirais que bien sûr, il y a des personnes acquises à la cause, c'est sûr qu'elles seront présentes dans la salle, mais le but d'un tel festival, de lui donner cette ampleur-là, de convoquer aussi toutes ces artistes très différentes, c'est multiplier les portes d'entrée pour que les gens s'intéressent à défendre plus d'égalité, en fait. Nous, c'est vraiment notre parti pris, c'est d'essayer de s'adresser au plus grand nombre pour ouvrir les portes, pour aller vers un monde plus égalitaire. Donc voilà, il y a un mélange. Et puis surtout, ce que je tiens à dire, parce que souvent on nous pose la question, ça n'est pas un festival qui est réservé aux femmes, c'est vraiment un festival chaque personne peut acheter un billet, homme, femme, voilà. Tout le monde est bienvenu au Festival des Créatives. Anne-Claire, ça vous fait réagir ou... Non, justement, c'est qu'en fait, on nous pose très souvent la question de « mais du coup, je suis un homme, est-ce que je peux venir ?» Bien sûr, en fait, on cherche à convier le plus de monde possible. On se rend compte que en fait, les femmes ne sont pas une minorité. C'est quand même, on représente plus de la moitié de la population de la planète. Donc, c'est quand même une thématique importante. On fera changer les choses que si on implique l'ensemble de la population. Donc, notre public est très diversifié. En fait, il est à l'image de la programmation qu'on propose. Donc, il y a des personnes de tout âge, de toute origine sociale, de toute identité de genre. Et notre ambition dans un festival qui dure aussi longtemps, donc c'est 13 jours, plus de 60 événements, vous l'avez dit, c'est de rassembler très, très largement. Alors aujourd'hui, on est à quelques jours du festival. Très rapidement, le stress commence à monter ou concrètement tout est prêt, il n'y a plus que des petits détails à fignoler? Non, je dirais que le stress commence à monter. Des petits détails, je ne sais pas, peut-être dans 10 ans, on n'aura que des petits détails. Non, mais on a mis aussi la barre très haute. J'ai dit tout à l'heure qu'on était une plus grande équipe durant cette période-là, pré-festival. Mais on est une quinzaine au bureau et on se démène toutes pour faire que ça marche. Non, le stress est assez maximal. Bon, en tout cas, donc, on le rappelle, ça commence à partir de ce 12 novembre et ce jusqu'au 25 novembre. Donc n'hésitez pas. Du côté de Genève, Nyon, Lausanne, Bâle, bref, il y en a pour tous les goûts. Merci à vous. Je vous garde encore une petite minute, mesdemoiselles, pour revenir sur notre revue de presse du jour. Donc forcément, j'ai choisi un petit peu des thèmes qui vont vous parler. Car oui, du fait des inégalités de salaire avec les hommes, les femmes travailleront bénévolement à partir de ce 5 novembre, à partir de 16h47, et ce jusqu'à la fin de l'année. C'est un calcul effectué par le collectif féministe nommé Les Glorieuses. Il s'agit là d'un écart de salaire équivalent à 15,4% donc de différentiel entre les femmes et les hommes en France, et ce à travail égal, même âge, même contrat et même ancienneté, même secteur d'activité. Et si on creuse un petit peu le tout, d'ailleurs, en Auvergne-Rhône-Alpes, on s'aperçoit que c'est la région française la moins égalitaire, avec une moyenne justement de 21% de différence entre les femmes et les hommes. Alors déjà concrètement, ça vous évoque quoi? J'imagine bien sûr que vous aviez entendu ce chiffre passer. C'est choquant aujourd'hui ou concrètement ça s'améliore? Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors déjà, c'est intéressant que vous nous interrogiez sur ça parce que les Glorieuses, la fondatrice, c'est Rebecca M. Salem et elle sera présente au festival. Elle sera là le 15 novembre pour une discussion justement sur l'engagement féministe et donc elle parlera de ces sujets-là. C'est un événement totalement dans le contexte, c'est magnifique. De Genève, donc voilà, ça tombe très bien. Bien sûr que c'est choquant. On est en 2019 et on se rend compte qu'une femme, pour le même travail qu'un homme, est encore payée. Alors en Suisse, les chiffres sont un poil plus graves. On est quasiment comme la région Auvergne-Rhône-Alpes. En Suisse, on est dans les 20% d'inégalité salariale. Ceci explique peut-être cela, d'ailleurs. Voilà. Il n'y a aucune explication à ces chiffres, donc c'est évidemment choquant. Bon, on va pouvoir en reparler, j'imagine, tout au long du festival. Comme vous le disiez, ça a été... c'est au programme, donc de toute façon, j'imagine qu'il y aura beaucoup de conférences ou de questions là-dessus? On a une dizaine d'événements, au-delà des événements artistiques, une dizaine d'événements qui sont des rencontres, des tables rondes, des conversations. Et en fait, on décortique un petit peu tous les mécanismes qui expliquent le maintien du patriarcat, donc de ce système inégalitaire. Et donc, cette question des inégalités salariales, elle traverse bien sûr le festival au même titre que des questions comme la conciliation des vies, l'écoféminisme, les droits des lesbiennes, etc. Donc, ça fait partie des thèmes qu'on aborde, bien évidemment. Et en ouverture du festival, on commence en fait cette année... l'édition par un gros cri de mobilisation qui aura lieu dans l'enceinte de l'université. Et on crie parce qu'on est en colère. Et ça, c'est bien une des raisons de pourquoi on est en colère, ce type d'infos, quoi. Allez, une petite dernière pour la route et un petit peu plus légère parce que ça nous fait
plaisir, mais parce qu'on ne laisse passer aucun crime sur cette antenne. Et comme j'ai la chance d'avoir 2 ambassadrices suisses, garantes des valeurs et des saveurs de nos beaux pays, un petit clin d'œil à Cathy, une internaute britannique qui, ce samedi 2 novembre, était toute contente de manger sa première raclette et qui a tenu à en informer sa communauté sur Twitter. Seulement voilà, nommer son plat raclette, c'est comme appeler chez nous une choucroute un fish and chips. Crime de lèse-majesté, on peut ici voir du morbier et du reblochon. C'est donc tout logiquement que la communauté franco-suisse s'est insurgée avec déferlant son habituel cynisme sur la pauvre Cathy, peut-être un peu trop avant-gardiste pour Internet. Petit rappel au cas où, même si vous voyez plein de bons légumes sur ce plat, il faut savoir que, à ce que j'ai compris, la traditionnelle raclette suisse se dégustait à l'origine avec des légumes au vinaigre et des pommes de terre, comme quoi on n'est pas si loin à part les choux de Bruxelles. Mesdames, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. Bon courage pour le festival. Et puis, on vous souhaite tout de bon d'ici là. À bientôt. On fait une petite page culture, si vous le voulez bien, puisque nous avons la chance et l'honneur d'avoir en FaceTime aujourd'hui Monsieur Pierre Arditi, qui est invité de la ville de Gaillard ce soir à 20h à l'espace Louis Simon pour lire ce qu'il aime, tout simplement. Pierre Arditi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre quelques minutes avec nous en direct lors de cette émission. Alors, tout est dans le titre, hein, vous lisez ce que vous aimez, mais dites-moi tout simplement, j'ai l'impression que ça va un peu plus loin, que c'est le mot d'ordre tout simplement de ce spectacle, une chaise, une table et votre voix, aussi simple que ça? C'est en principe aussi simple que ça. Enfin, c'est pas tout à fait aussi simple, mais c'est une table et des textes et ma voix, mais c'est une lecture, comme on dit, incarnée, c'est-à-dire une lecture qui est jouée d'une certaine manière. C'est pas simplement, je ne me contente pas de lire, je joue aussi en même temps. Voilà. Un certain nombre d'auteurs que j'aime, voilà. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais là, j'ai fait un choix pour la ville de Gaillard. Je suis heureux de retrouver. Alors, vous le disiez, on pourra entendre notamment ce soir des textes de Jean-Michel Ribes, de Yasmina Reza ou encore de Philippe Delerme. Ce sont les mots ou les personnes qui vous ont touché en un premier temps? Ce sont les mots des personnes, si vous voulez. Voilà, c'est un certain nombre. Les textes de Delerme, je les avais enregistrés en CD. C'est un bouquin qui s'appelle « Je vais passer pour un vieux con ». Le texte de Yasmina Reza, j'ai joué. Yasmina Reza, c'est un de mes auteurs. Et Jean-Michel Ribes, pareil, j'ai joué chez lui, puisqu'il est metteur en scène et directeur du Théâtre du Rond-Point, où j'ai donné ces fameuses lectures. Donc, c'est un tout, et leurs paroles, et ce qu'ils sont. Voilà, c'est ça que j'aime. J'imagine que ce sont des textes qui ont été difficiles à choisir. Pour vous, la préparation a été longue? Oui, il a fallu choisir, et comme toujours, vivre c'est choisir, et choisir c'est renoncer à tout ce qui reste. Donc il y a des choses auxquelles il a fallu que je renonce, même si je les aimais, parce que j'en ai conservé d'autres que j'aimais encore plus. Donc ça a pris un moment, et puis je l'ai fait au Théâtre du Rond-Point. Après, ça a pris plusieurs mois, oui, absolument. Voilà, mais c'est ce qui en fait le prix, c'est ce qui est agréable. Alors, on aura donc la chance de vous voir ce soir à 20h, je le disais, à l'espace Louis Simon. Ce sera un one-shot ou concrètement, on aura peut-être la chance de revoir ce spectacle? Alors, en ce qui concerne cette lecture-là à Gaillard, c'est comme vous dites, un one-shot, c'est-à-dire pour une seule fois. Mais j'ai l'habitude de venir dans cette jolie petite ville. On y fait un très bon travail culturel en particulier. Et donc, je reviendrai faire autre chose sans doute l'année prochaine. Et peut-être après tout, je reviendrai lire d'autres textes un peu avant. Je ne sais pas encore. Mais cette soirée-là, elle est unique, absolument unique. Merci beaucoup, Pierre Arditi, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Bon courage pour ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et de temps en temps, je vous regarde, vous savez, ça m'intrigue toujours. TV8 Mont-Blanc, c'est un titre qui m'épate. Alors de temps en temps, je regarde et je vois des choses plutôt sympathiques. Et c'est un honneur de vous compter parmi nos téléspectateurs. Merci beaucoup et bon courage pour ce soir. Et puis, grâce à la magie du direct, sur ce plateau, nous ont rejoint André, Pascal et Alexandre Colombier. Messieurs, merci beaucoup d'être là. Bienvenue. Bonsoir. Alors, vous faites tous les deux partie de la structure des Saveurs Campagnardes, un magasin ou en tout cas une initiative à la base qui date justement d'il y a 20 ans, où comment finalement faire le lien logique entre les producteurs agricoles et un point de vente tout simplement. C'était, donc on le disait, il y a 20 ans, novembre 99. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Dans le lien entre producteurs et consommateurs, également en 20 ans, il y a énormément de travail qui a été fait, une prise de conscience. Pourtant, vous avez été parmi les pionniers. Aujourd'hui, déjà, alors joyeux anniversaire pour cette structure. Comment ça se passe? Il y a toujours le même élan. Je me tourne vers André, un des précurseurs, justement. On est toujours avec la même énergie qu'il y a 20 ans? Voire plus, parce que c'est vrai qu'il y a 20 ans, on n'était que 17 jeunes installés
à ouvrir ce point de vente collectif. Aujourd'hui, 20 ans après, on est passé d'un petit magasin de 80 mètres carrés à une structure de presque 500 mètres carrés, avec 50 fermes qui livrent leurs produits régulièrement, vendus par nous-mêmes à tour de rôle. Alors, vous êtes tous les deux producteurs agricoles, du coup, vendeurs à vos heures perdues. Comment ça se passe au niveau de la préparation? C'est du coup vous qui gérez toute la chaîne, ou maintenant j'imagine qu'il y a une structure qui s'est mise en place derrière? La question était peut-être un peu vague, mais... Il y a d'autres personnes qui participent, j'imagine, à l'aventure des saveurs campagnardes. Aujourd'hui, ça vous rajoute du travail? C'est vrai qu'on a des salariés qui nous aident aussi pour la partie vente, mais c'est vrai que ce n'est pas que la production et la commercialisation, c'est aussi la transformation pour beaucoup de nos producteurs qui transforment dans leurs ateliers, sur leurs fermes. Alors, je me tourne vers Alexandre. Concrètement, c'est quoi la plus-value finalement d'un magasin de producteurs comme on peut avoir à Saveurs Campagnardes pour un producteur comme vous? L'intérêt pour moi, c'est déjà d'arriver à avoir un débouché là où j'en aurais nulle part ailleurs. C'est d'avoir aussi cet esprit collectif, parce que on appelle ça aussi un point de vente collectif, où chacun va s'entraider. On va se répartir aussi le temps de vente les uns après les autres. Et du coup, ça nous permet en fait de commercialiser dans cette belle structure qu'on ne pourrait pas avoir seul en fait. C'est vraiment l'intérêt de la partie collectif. Alors il y a toute cette partie finalement facilité, mais il y a, j'ai l'impression aussi toute une partie de valeurs qui vous sont chères et qui sont vraiment, on parlait en préparant cette émission d'intégrité vraiment de la structure. Ça vous évoque quoi? Il y a vraiment des valeurs qui sont liées à la production agricole, à la production de bons produits locaux entre guillemets? Oui, l'intégrité n'est pas la seule. N'est pas la seule. Moi, c'est celle qui me venait. C'est le premier mot qui me venait en parlant de ce magasin, puisque c'est l'objectif est vraiment. C'est vraiment de proposer aux consommateurs quelque chose qui soit vraiment d'ici, le plus local possible, le plus sain possible, dans un esprit aussi de solidarité en fait avec les producteurs. Et c'est un peu l'âme de ce type de magasin, quoi. Il y a le côté également échange avec les consommateurs directement. Tout à fait, et très important, qui est un peu notre fonds de commerce, je dirais. C'est-à-dire les gens viennent parce qu'aujourd'hui, ils veulent connaître la personne qui a produit leur fromage, leur miel, leurs légumes, et éventuellement échanger, pas éventuellement, c'est même échanger quotidiennement avec ces producteurs et savoir pourquoi cette semaine il n'y a pas de choux, pourquoi le fromage a tel goût plutôt que tel autre un peu plus tard ou un peu plus tôt dans la saison. Et donc c'est ce qu'ils recherchent chez nous et ce que nous leur apportons aussi grâce à la vente directe. Alors ces dernières années, il y a eu vraiment un réel effort, une prise de conscience générale sur l'importance des circuits courts. J'imagine que vous avez dû voir plusieurs structures, plusieurs magasins naître et disparaître parfois autour de vous. Comment on réagit justement finalement quand on se retrouve un peu précurseur d'une idée avant la vague sur laquelle beaucoup ont surfé? Alors là, on n'est pas précurseur, c'est vrai que c'est un concept qui est né autour de Lyon il y a presque 40 ans aujourd'hui. Okay. Donc c'est vrai qu'en Savoie, on était dans les premiers. Et c'est vrai que tous les magasins dont vous parlez sont beaucoup plus récents aujourd'hui, tout au moins sur la Savoie. Mais c'est vrai que ce concept qui est né autour de Lyon, c'est pas dans Lyon, c'est dans les environs de Lyon. Donc les fermes qui étaient autour de Lyon et qui sont ouverts, contrairement à nous, qui sont ouverts le dimanche parce que le Lyonnais partant se balader, ramasser ses châtaignes, faisait aussi ses courses en revenant le dimanche après-midi. Donc c'est vrai que c'est un concept qui aujourd'hui plaît bien parce que justement on peut venir directement à la source, je dirais directement de la fourche à la fourchette, quoi. Alors, on le disait, vous avez fêté les 20 ans de la structure. Il y a eu beaucoup de festivités, d'ailleurs, qui ont commencé mi-septembre, à commencer par des rencontres, finalement, entre consommateurs, producteurs. Finalement, c'est ça l'âme de ce magasin, c'est ce lien, finalement. Oui, c'est de l'échange, c'est du partage. Tout à l'heure, il parlait de pourquoi il n'y a pas de chou cette semaine, pourquoi le fromage n'a pas le même goût. Il y a aussi, j'ai envie de dire, un certain effet millésime sur les produits. Et ça, on sait l'expliquer, ce qu'une grande surface ne le fait pas. On est vraiment dans notre métier et qu'on partage aussi avec le consommateur, qui devient acteur aussi. Qui par la force des choses. Aujourd'hui, on est reparti pour 20 ans, en tout cas. Minimum. Minimum, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. D'autres, des idées de diversification, comme vous le disiez, il y a de plus en plus de producteurs qui rejoignent finalement ce petit cercle vertueux. Jusqu'où on va pouvoir s'étendre? Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est une cinquantaine de fermes sur principalement Savoie, Isère, mais on s'est
peut aller un peu plus loin, chercher des produits qu'on ne trouverait pas en Savoie, en Isère, notamment des fruits en Ardèche ou dans la Drôme l'été, quand il n'y a pas de fruits encore sur la Savoie. Et puis, de toute façon, on ne dépassera pas la région Rhône-Alpes, même Auvergne, on ne prend pas. Et si ce n'est un peu des particularités comme Alexandre, qui a une ferme très atypique, dont il peut nous parler un peu. Je ne sais pas si c'est bien. Dites-moi, on a une petite minute, même pas. Moi, je suis rentré dans Saveurs Campagnardes, justement, avec un produit très particulier, de la chocolaterie, avec une production très particulière, la cacahuète, la noisette, enfin pour la plupart. Seul producteur d'arachide de Savoie, voire peut-être de Rhône-Alpes. Ça, c'est on viendra vous voir pour un petit reportage, ça, de toute façon, on en avait déjà parlé. Messieurs, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour répondre à nos questions. Encore une fois, bon anniversaire, bon courage pour la suite. Parce que oui, on est déjà à la fin de cette émission. Tout de suite, et juste après la page pub, c'est le JT présenté par Sébastien Germain. Et nous, on se retrouve juste après. À tout de suite.